va parler du type de sauvegarde et on va parler aussi d'utilisation de Google Drive. Donc, l'interface d'explorateur de fichiers, l'archivage, les types de sauvegarde et l'utilisation de Google Drive. Voilà. Donc, on va commencer par parler de notre interface de l'explorateur de fichiers. Donc, on va voir les différents éléments de cette interface, les outils de recherche et de filtre de données, et on va essayer de comprendre un peu tous ces éléments. Alors, est-ce que tout le monde voit correctement mon écran? Très bien, donc on va commencer. Donc, sur le cours d'hier, on avait juste vu brièvement ce qu'était la différence entre fichier et dossier. On avait essayé de créer un premier dossier. On a essayé de créer un premier dossier, de le déplacer et de voir quel raccourci clavier. Donc, pour rappel, je vais venir sur un document ici. On avait créé un dossier qui s'appuie sur le bureau, qu'on peut voir juste ici. Donc, on avait créé un dossier sur le bureau, c'était ce dossier formation. Et dans ce dossier, nous avions ajouté un document texte. Donc, on a vu comment on crée ce fichier. On a vu comment on le déplace, comment on le supprime, comment on le renomme. On avait vu quelques raccourcis clavier, notamment CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper, CTRL-V pour coller. On avait aussi quelques éléments des options que nous fournissent le clic droit de la souris. Je fais clic droit ici, on voit qu'on peut ouvrir le document, l'envoyer, le copier, le coller, le supprimer ou le renommer. On ne reviendra pas ici réellement sur ces éléments-là qu'on a déjà vus dans le cours, dans la première session. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire principalement, c'est détailler cette interface, voir tous les différents éléments qu'il y a sur cette interface qui vont nous intéresser pour la suite du cours. Donc, si on regarde notre interface ici, je vais l'agrandir légèrement. Donc, sur notre interface ici, elle est décomposée en plusieurs éléments. On va commencer par les éléments les plus à gauche. Donc, si on regarde sur notre interface ici, à gauche, on a la barre d'accès rapide. Donc, c'est la barre latérale d'accès rapide. Elle nous permet d'avoir accès facilement aux derniers éléments ici qu'on a l'habitude de consulter ou les dossiers ou fichiers qu'on consulte le plus fréquemment. On peut voir aussi certains dossiers de base comme le bureau, téléchargement, documents, images, musique, vidéo. Google Drive, on y reviendra après, et notre dossier formation qu'on a utilisé récemment, donc il s'est placé dans les éléments. On a ensuite ce PC, réseau et Linux. Pour cette partie-là, on va revenir juste sur ce PC. Et on va cliquer dessus. Donc c'est un fichier à part, c'est un dossier pardon, à part, parce qu'il ne va pas nous permettre de stocker, de déplacer nos fichiers et dossiers à l'intérieur. Si je viens sur Documents, on peut voir qu'ici je peux coller des fichiers, copier des fichiers, je peux créer de nouveaux fichiers, il n'y a pas de souci. Mais ce dossier, ce PC en particulier, il a une spécificité, c'est qu'il est là pour nous donner plus de détails et plus d'informations sur notre ordinateur. On peut regarder ici que j'ai différents disques périphériques lecteurs. Si je branche un disque externe, il s'affichera ici. On peut voir que sur mon ordinateur de base, sur cette interface, il m'affiche qu'il y a, on va mettre de côté d'abord ce troisième élément-là, on va se concentrer sur le premier. On a un premier disque ici et un deuxième disque ici. Donc cette interface, elle est pratique. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de voir, donc, comme j'ai dit, le nombre de disques que on a dans l'ordinateur, les périphériques externes aussi que l'on va brancher, que ce soit les clés USB, les disques durs, les CD, tout s'affichera dans cette interface ici, en cliquant sur ce PC. Si on regarde du côté d'un disque en particulier, on peut voir qu'en le survolant, on va voir l'espace total du disque, la taille totale du disque. On voit ici 474 Go, donc environ 500 Go, et on voit l'espace libre, uniquement 22 Go. On voit ici que d'ailleurs, vu que l'espace libre est trop faible, il affiche en rouge ici. Si on va sur un autre disque, on va voir que ce disque-là, il a 238 Go d'espace total, et il a environ 60 Go d'espace libre. C'est suffisant, donc il ne va pas s'afficher au rouge, il va s'afficher au bleu. Plus la barre sera remplie, plus il va aller au rouge, et plus ça veut dire que votre ordinateur n'a plus assez de stockage sur ce disque en particulier. Donc si on reste sur cette interface de ce PC-là, il y a quelques options qu'on peut voir. On a vu que pour accéder à une information, on va cliquer à gauche, donc le clic gauche de la souris. Mais quand on veut plus d'options,
on va faire le clic droit. Et effectivement ici, si je fais clic gauche pour accéder, je vais rentrer dans le détail de mon disque. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, on va revenir en arrière, c'est le clic droit ici pour avoir plus d'options. Donc on a les options d'affichage, trier par, les options de regroupement et quelques autres options ici. Mais juste pour cette partie-là, on va s'attarder sur la partie propriété. On va voir une nouvelle fenêtre s'ouvrir. Et cette fenêtre-là va nous donner tout ce qui concerne les informations système, on va dire les caractéristiques de notre ordinateur. On peut voir le stockage total qu'on a. On va voir les informations de la carte graphique qu'on a, la mémoire RAM qu'on a et le processeur qu'on a. On a parlé dans la première session de qu'est-ce qu'une carte graphique, qu'est-ce que la RAM et son rôle, et qu'est-ce qu'un processeur. On reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Donc, si je descends, je peux voir le nom de mon ordinateur, le modèle de mon processeur, la mémoire RAM utilisée et quelques autres informations qui peuvent être pratiques, comme par exemple savoir si l'écran il est tactile, le système d'exploitation que j'utilise, la version de Windows qui est installée et quelques autres informations un peu qui ne sont pas intéressantes et pertinentes pour ce cours. Donc, on va fermer cette fenêtre-là et on va se reconcentrer sur notre interface d'explorateur de fichiers. Donc, sur cette interface, on va quitter de ce PC et on va aller par exemple dans le dossier document. Donc, en revenant dans le dossier document, on voit que on a toujours notre barre latérale ici d'accès rapide, mais on a d'autres options encore. Si on regarde plus haut, on voit ici qu'on a un élément, une barre en haut, qui est similaire à celle des navigateurs. Quand on va sur Internet, on peut ouvrir plusieurs onglets pour faire plusieurs recherches. Ici, c'est le même principe. Ici, j'ai Documents. Je peux très bien ouvrir un nouvel onglet et aller dans Images. Je peux en ajouter un troisième et aller dans Vidéo ou peu importe. Donc, je peux très bien ajouter un onglet ou alors fermer un onglet ou alors même dupliquer un onglet. Donc, afficher 2 fois le même onglet. Juste en dessous de cet onglet-là, on a des options qui sont revenir en arrière, revenir vers l'avant, recharger, actualiser le dossier. Et si je rentre par exemple toujours dans Documents, si je vais dans Zoom, on voit ici que je peux revenir en arrière. Avant d'être dans le dossier Zoom, j'étais dans Documents. Si je reviens en arrière, je retourne donc là où j'étais. Et si je veux repartir vers l'avant, donc j'étais dans le fichier Zoom, je reviens vers l'avant et je suis de retour à nouveau dans le fichier Zoom. On a ensuite l'outil actualisé. Donc cet outil actualisé là, il va être pratique s'il y a effectivement des données qui ont été mises à jour. Je prends l'exemple. Vous savez que vous avez créé un fichier, votre ordinateur est un peu lent, donc il n'affiche pas le nouveau fichier que vous avez créé. À ce moment-là, on va actualiser pour qu'il revérifie est-ce qu'il n'y a pas des nouveautés. Donc ça serait surtout pratique si vous avez énormément de documents à afficher sur votre explorateur ou si votre ordinateur est un peu lent et qu'il a du mal à mettre à jour les informations. Juste à côté ici, on a une autre partie très intéressante qu'on appelle le fil d'Ariane. Donc il va nous permettre de suivre la hiérarchie dans laquelle on est dans notre explorateur de fichiers. On voit ici que ça nous indique que là, dans notre ordinateur, on a le petit logo de l'ordinateur ici, nous sommes dans Documents. Si je rentre dans Zoom, on voit que le fil d'Ariane ici a changé. On est dans l'ordinateur, et dans l'ordinateur, on est dans Documents, et dans Documents, on est dans Zoom. Si je crée un nouveau fichier, un nouveau dossier, pardon, je vais l'appeler formation, et que je rentre à l'intérieur, on voit que le fil d'Ariane, je vais descendre un peu, on voit ici que le fil d'Ariane a changé. On est toujours dans l'ordinateur nous sommes dans Documents nous sommes dans Zoom, et dans Zoom nous sommes dans Formation. Plus on va entrer en détail, plus le fil d'Ariane va s'étendre. Il est quasiment infini. On peut créer énormément de fichiers. Si je prends ce fichier formation et que je le copie à l'intérieur du fichier formation, on va créer un nouveau dossier. Je vais rentrer dedans, je vais en créer encore un nouveau dossier. On voit que le fil d'Ariane s'étend. Donc document, zoom, formation, nouveau dossier, nouveau dossier. On va revenir en arrière et supprimer ce dossier qu'on a créé. Juste à côté de notre fil d'Ariane, on a un outil que vous allez énormément utiliser, c'est l'outil recherche. Donc l'outil recherche, comme n'importe quelle barre de recherche, il va nous permettre de chercher un document, par exemple, par son nom. On voit ici que dans Documents, imaginons que j'avais 50 000 documents,
Je ne vais pas scroller et regarder chaque nom pour vérifier est-ce que le document session 1 existe. Je n'ai pas envie de le faire ça. Je vais créer par exemple un nouveau fichier. Je vais créer un nouveau fichier document texte. Je vais l'appeler cours 1. On voit bien qu'il est crié ici. Imaginons qu'on avait 55 cours. On ne va pas fouiller à chaque fois pour voir cours 1 où il est. Non, on va utiliser la recherche de documents. Donc, je viens dans ma barre de recherche ici. Je vais écrire juste cours 1. Je ne suis pas obligé d'écrire tout, le nom du fichier, mais c'est pour être plus précis. Si je mets juste C, il va chercher tous les éléments qui commencent par C ou qui possèdent C. On voit ici que bon, session 2 ne commence pas par C, mais le numéro de mon disque, c'est C. Donc il va quand même l'afficher ici. Donc si on veut être plus précis, je tape juste cours, et là, cours 1, uniquement ce dossier-là va s'afficher. Il va afficher uniquement ce qui nous concerne. Maintenant, imaginons que tous nos dossiers, on en a toujours beaucoup, et on a plusieurs cours 1. Ce qui va changer sur ces cours 1, c'est qu'un cours 1, c'est le texte, un autre, c'est un document PDF, un autre, c'est une image du cours 1. Comment on va faire? Eh bien, à ce moment-là, on peut peaufiner notre recherche. Je vais créer un deuxième cours 1. Donc, plutôt que ce soit un fichier texte, on va créer un fichier Word. Je vais l'appeler cours 1. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas de problème. Il peut très bien y avoir deux cours 1 dans le même dossier, tant qu'ils sont de types de fichiers différents. On reviendra sur les types de fichiers après. Donc, si je tape ici cours 1, on voit que les deux s'affichent. Mais donc, comme on a dit, dans notre cours 1, on peut avoir le document Word, on peut avoir le document texte, on va avoir le fichier Excel du cours 1, on va avoir les images, vidéos, peu importe. Tous vont s'appeler cours 1. Mais si je veux chercher en détail, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ce qu'on appelle l'extension du fichier. Donc, tous les fichiers sur un ordinateur ont une extension. Cette extension, c'est, on va dire, le type du fichier. Donc, si je regarde, je vais fermer ici. Si je viens sur mon cours 1, par exemple, ici, on peut voir que le type de fichier marqué ici, c'est document texte. Si je viens sur celui juste en haut, on voit que le type de fichier, c'est document Microsoft Word. Plus bas, on voit que le type de fichier, c'est PDF. Donc, chaque élément a son type de fichier bien défini. Donc, si je veux pouvoir chercher un fichier qui a le même nom qu'un autre, mais que je veux juste filtrer par son type de fichier, je vais écrire cours 1, point, je vais écrire txt, parce que c'est un fichier texte. Et on voit ici que uniquement le cours 1, qui est de type document texte, va s'afficher. Si je cherche celui qui est du côté Word, je pense que Word c'est docx. Donc les extensions de fichiers, vous les apprendrez au fur et à mesure en fonction des logiciels que vous allez utiliser. Vous finirez par les connaître par cœur. Donc on sait que Word c'est cette extension-là, .docx. Et on voit ici que uniquement le fichier Word s'est affiché. Maintenant, imaginons que dans mon dossier, je veux pouvoir chercher je veux voir tous les PDF qui s'affichent. Alors pour ça, on a beaucoup de solutions possibles. On va par exemple cliquer juste point et on va écrire PDF. Et là, uniquement les PDF vont s'afficher. Pourquoi? Parce que j'ai cherché tous les éléments qui ont l'extension de fichier PDF. Si je fais la même chose pour texte, on voit bien ici qu'il va m'afficher tous les éléments qui concernent l'extension de fichier texte. Maintenant, à ce niveau-là, on pourra avoir encore d'autres possibilités de recherche. Donc là, on a vu comment on cherche par type de fichier grâce à l'extension. On peut aussi rechercher par exemple par la date, on peut rechercher avec des conditions, et on peut rechercher aussi par la taille d'un fichier. On veut par exemple voir le fichier d'un fichier qui est assez vieux. On va donner une date précise. Si on vient dans les dates ici, on voit que tous nos éléments ont la même date, donc ça va forcément tous les afficher. Mais si je viens dans un fichier différent, un dossier différent, voilà. On voit ici, on a les documents d'aujourd'hui et les documents de plus tôt cette semaine. Plus tôt cette semaine, ça correspond à la date du 20-10-2025. Donc je veux afficher uniquement les éléments qui viennent de cette date-là. Donc je vais écrire 20/10/2025. Donc j'ai écrit 20/10/2025, donc la date des fichiers que je recherche. Et effectivement, on a deux fichiers qui se sont affichés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, leur dernière date de modification de création, ça a été
le 20-10-2025. Si je mets une date au-dessus, en dessous, pardon, il me dit le dossier est vide. Pourquoi? Parce qu'il est vide par rapport aux critères de recherche que j'ai mis. Il n'y a aucun document qui a été créé ou modifié le 19 octobre. Si je lui dis, bon, par contre, on peut essayer le 22, effectivement, il y a des documents qui ont été créés le 22 octobre. Donc cette barre de recherche, elle est très pratique parce qu'elle va nous permettre de peaufiner, d'affiner nos recherches de documents. C'est peu pratique quand on a très peu de documents, mais si vous travaillez avec énormément de documents, par exemple pour ceux qui font de la compta, ça va être très pratique de savoir maîtriser les outils de recherche intégrés à l'explorateur de fichiers. Donc, on va continuer. Juste après, on a vu, on a vu ici les onglets, les options de navigation, le fil d'Ariane. On a ensuite la barre de recherche. Quel autre élément on peut encore ajouter? Il y a tout l'espace ici. Donc on voit ici, je vais agrandir, on voit ici, on a toute une barre là qui nous propose pas mal d'options. Donc on a un nouveau, on a des éléments qui sont grisés ici, on a les tris, on a l'affichage, et on a encore d'autres options en plus. On a détail aussi ici, qui permet d'afficher plus de détails sur un document. Donc on va revenir sur chacun de ces aspects-là. Juste ici, je vais aller l'option nouveau. C'est à peu près la même option, quasiment la même option, que celle qui s'affiche quand je fais le clic droit de ma souris. Donc si je fais clic droit de ma souris, j'ai bien nouveau dossier, nouveau raccourci, nouveau document doc, ou nouveau document slide, nouveau document texte, et peu importe. J'ai toutes ces options qui s'affichent là. Plutôt que de faire clic droit, je peux très bien aussi venir cliquer avec le clic gauche directement ici et avoir toutes ces options-là. Je clique sur nouveau dossier, effectivement un nouveau dossier est apparu. On voit ici que ces éléments-là sont grisés. Alors, vous m'entendez toujours? Je vois ici que Sylvana dit qu'elle ne m'entend plus. Les autres, est-ce que vous m'entendez? Donc Sylvana, ça va venir soit de votre appareil que vous utilisez, soit de votre connexion, parce que les autres arrivent à m'entendre. Donc je vous invite à soit recharger la page, soit juste fermer l'application et revenir. Donc, on continue. Donc, on a les options qui sont grisées sur le côté ici. Pourquoi elles sont grisées? Parce qu'elles ont besoin d'avoir un élément sur lequel activer ces options-là. Donc, si je clique par exemple sur Nouveau dossier, je le sélectionne, on voit que ces éléments ne sont plus grisés. Et on peut reconnaître certains des éléments là par rapport à notre menu du clic droit de la souris. Donc, si je clique ici, si je survole, j'ai l'option couper. Ça me permet de couper et donc de déplacer un élément. J'ai l'option copier. J'ai l'option coller. J'ai l'option renommer. Si je clique, il va me proposer de renommer mon dossier. J'ai l'option supprimer. Je peux supprimer le dossier courant. Donc ça, ce sont les options d'édition de base de cette. Ce sont les options d'édition de base de cet onglet-là. Si on continue toujours sur le même onglet, on a d'autres options qui sont triées et affichées. Donc, ça concerne donc tout ce qui est options de tri et d'options d'affichage. Si je clique sur trier, qu'est-ce qui s'affiche? J'ai différentes options là. Donc nom, modifier le type, plus ici qui ajoute taille, date de création, auteur, catégorie, mots-clés, ordre décroissant, ordre croissant, groupé par. Donc tous ces éléments-là vont toujours nous permettre de peaufiner l'affichage et la recherche de nos documents. Donc on voit ici sur nos documents qu'on a nom, modifier le type et taille. Ça veut dire que techniquement on peut pouvoir filtrer l'affichage pour afficher seulement un type particulier de document ou alors les trier par document, par date ou par nom. Donc imaginons que j'ai 5 documents, un qui s'appelle A, B, C, D. Si je clique sur le tri, il va les trier dans l'ordre alphabétique. Le tri dedans, il va le faire dans l'ordre alphabétique. Si j'ai des documents qui pèsent 1 méga, un autre qui pèse 10 mégas, 50 mégas, il va les trier dans l'ordre croissant ou décroissant en fonction de ce que je vais appuyer. Si je clique sur trier ici, on voit qu'il est de base sur modifier le. On va par exemple le mettre à tri sur le nom. Donc si je vois ici, on voit qu'ici il a commencé à trier par le nom. C'est pas très parlant ici parce qu'on a 7, G, I, Z, c'est pas un ordre bien précis. On peut remettre sur tri par la date. On a aussi le tri par le type. On voit ici que si je clique sur tri par le type, il a mis en haut
tous les éléments qui sont du même type, application, 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 et le seul élément fichier, PNG, il a mis tout en bas. On va aller dans un endroit où on a plus de dossiers. J'ai copié tous ces éléments et les afficher ici. Comme ça, ce sera plus parlant. Donc, si je remets le tri par nom, on voit qu'il va les classer. Si je remets le tri par modifier-le, il va les classer par leur date. Les plus récents en haut, les moins récents en bas. On a ensuite le tri par type. On voit ici qu'il les a classés. J'ai d'abord le type dossier, j'ai les types applications, j'ai les types documents Word, texte, PNG et PDF. Donc là, il les a classés pour les grouper par type de document. Je peux inverser ce classement-là par ordre croissant ou décroissant. Qu'est-ce que j'ai encore comme option? Je peux grouper les éléments. Donc je peux grouper les éléments par leur nom, par la date à laquelle ils ont été modifiés, par leur type, par leur taille, par plein d'autres éléments. Je mets par type. On voit ici qu'il a créé des groupes, comme des sous-dossiers. J'ai différents groupes. J'ai le groupe PDF, le groupe PNG pour les images, le groupe dossier de fichiers, le groupe texte, le groupe Word et le groupe application. Et si je clique sur chacun des groupes, je vois effectivement que il a bien trié le tout. Je vais revenir dans trier et je vais désactiver le groupe. Pour désactiver une option que vous avez mis, il suffit de recliquer dessus. Cliquez dessus. Vous avez le choix. Vous cliquez soit dessus, soit vous cliquez sur aucun. Vous cliquez sur aucun et on voit que le tri, effectivement, le groupe qu'il avait fait a été détruit. On continue ensuite, après l'option trier, on a l'option afficher. Donc afficher, ici, ça va dépendre de plein de critères différents. Si on veut améliorer la lisibilité des éléments ou si on veut juste rendre l'affichage un peu plus joli et plus convivial. On voit ici qu'on est sur détail. Pour voir sur quel élément vous êtes, il y a le petit point noir juste ici. On est nous sur détail. On va aller dans l'ordre. Si je clique sur très grandes icônes, on voit ici que les icônes sont beaucoup plus grandes. Donc ça peut être pratique si vous avez des problèmes de vue ou si vous avez beaucoup de documents et vous voulez chercher rapidement. J'ai grandes icônes qui donnent des icônes plus petites, des icônes moyennes, petites icônes. On a la liste des éléments ici. On a les détails, la liste avec les détails. On a le contenu en mosaïque. On a juste la liste des contenus. De base, normalement, votre ordinateur sera souvent sur détail ou alors sur liste. Donc, nous ici, on va le garder sur liste. Pourquoi? Parce que liste, c'est pratique. On a et les noms, et la date de modification, et le type, et la taille. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour nous. On peut aussi modifier depuis ici notre interface. On a le volet de détail qui est ici. On a le volet de visualisation qu'on peut ajouter. On voit ici qu'un volet s'est ajouté ici. Si je clique sur un fichier, je vais prendre par exemple cette image, j'ai une visualisation qui s'affiche ici. Donc ça me permet d'avoir un aperçu de qu'est-ce qui est contenu dans le document. Bien sûr, ça ne fonctionne pas avec tous les documents. On voit ici avec les PDF et les images, ça va fonctionner. Avec les textes, ça ne va pas forcément tout le temps fonctionner. Et ça va dépendre aussi de la taille du fichier que vous souhaitez, auquel vous souhaitez avoir accès à l'aperçu. On va fermer cet onglet-là. On n'en aura pas vraiment besoin. On va revenir toujours sur afficher ici. Et donc on a vu, les tailles des icônes, l'affichage, le volet de détail, le volet de visualisation. Et ici on a afficher. Et ici on a des options qui sont très intéressantes. Donc on peut activer le volet de navigation. Ça c'est l'élément sur la gauche. Donc ici. Ou le fermer. On peut activer un affichage beaucoup plus compact. Donc si je clique, on voit que les éléments sont beaucoup plus regroupés entre eux. Il y a beaucoup moins d'espace entre chacun. On va le remettre comme il était. On a ensuite les cases à cocher des éléments. Donc si j'active cette option-là, au moment de sélectionner, j'aurai une case ici qui va me permettre de sélectionner assez facilement et de voir explicitement quel élément j'ai sélectionné, quel élément je n'ai pas sélectionné. Ici, on va le désactiver. Toujours dans le même onglet, on a extension de nom de fichier et éléments masqués. Ce sont deux éléments très importants. On voit ici que cours 1, on sait de quel type il est. Il est de type document texte, mais on ne connaît pas son extension. À la longue, vous finirez par connaître les extensions, mais quand vous n'y faites pas trop attention, on voit que ça ne s'affiche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va cliquer sur Afficher et Extension de nom de fichier. Et là, l'interface va se recharger et on voit qu'on a ici les extensions de chaque fichier. Plus tôt, on disait que Word, c'était docx, et on voit effectivement que docx est ici.
Cours 1, c'est bien .txt pour les documents texte. Pour les images, ça peut être PNG, JPEG, il y a plein d'éléments différents. Les PDF, on voit bien que c'est ici session 2.pdf. Donc cette option, je vous conseillerais de toujours la garder active pour au moins retenir, commencer à apprendre les différentes extensions des fichiers. Et enfin, en dernier, on a les éléments masqués. J'ai cliqué dessus et on voit ici qu'il n'y a aucun élément masqué. Il n'affiche rien de nouveau, parce qu'on n'a pas d'élément masqué ici. On peut faire un exemple et essayer de masquer un élément. J'ai cette image ici, et on sait que pour accéder à plus d'options, c'est le clic droit. Si on regarde dans mes options du clic droit, j'ai l'option propriété. Donc, la propriété d'un fichier, les éléments qui le composent et ses valeurs, les valeurs du document. Si je clique ici, on va voir qu'une petite fenêtre s'affiche. Cette fenêtre, elle est très intéressante parce qu'elle donne beaucoup d'options. On peut modifier le nom du fichier, voir le type de fichier et son extension, voir avec quel logiciel il va s'ouvrir. Vu que c'est une image, quand je vais cliquer dessus, il va s'ouvrir avec le logiciel photo, son emplacement précis, sa taille, la date à laquelle il a été créé, la date à laquelle il a été modifié, la dernière date à laquelle on y a accédé, donc la dernière date à laquelle on a ouvert ce document. On voit que c'était aujourd'hui le 22 octobre 2025, il y a 6 minutes, parce qu'on a ouvert ce document plus tôt. Et on a ici ses attributs. Et on va s'attarder sur un seul attribut ici, c'est l'attribut caché. Donc, si je clique dessus, et je mets appliquer, l'élément il devient masqué. Sur un ordinateur, de base sur un ordinateur, les éléments masqués ne s'affichent pas. Donc on va remettre comme c'était, on va désactiver l'élément masqué. Et on voit ici que même si je recharge ma page, image 1 n'est plus visible. Il va falloir que je demande à afficher les éléments masqués, affichage, afficher éléments masqués, et là à ce moment il va s'afficher. Mais on voit que son icône ici est un peu transparente, c'est pour nous indiquer que de base cet élément là il est masqué. Donc ça peut être pratique dans certains cas, si vous donnez accès à un ordinateur à une personne et que vous voulez masquer certains fichiers, et que cette personne ne va pas forcément ça reconnaître cette option là, vous pouvez masquer certains fichiers. Donc, on va enlever le mode caché de ce document. Donc pour que quand on modifie sur cet écran-là de propriété, il faut toujours cliquer sur appliquer. Donc ici on voit que j'étais sur caché, je vais enlever caché et je vais cliquer sur appliquer. Et ensuite OK. Et là effectivement mon dossier il n'est plus masqué. Même si j'enlève élément masqué ici, le dossier il s'affichera toujours. Donc, toujours dans cet onglet-là, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? On a, après afficher, on a l'option annuler, épingler à l'accès rapide. Donc on va épingler à l'accès rapide, c'est assez pratique. Si je prends cet élément-là et je clique sur épingler à l'accès rapide ou ajouter aux favoris, ce n'est pas appuyé. Ah non, bon, cet élément était déjà en favori, donc ça ne va pas nous importer ici. Donc, pour revenir à cette barre de ceux ici, les options de nouveauté, couper, copier, coller, renommer, déplacer, supprimer un fichier, les options de tri de l'interface, les options d'affichage et de disposition de l'interface. C'est ces principaux éléments-là qui vont nous intéresser ici. Bien sûr, il y a d'autres options que je vous invite à aller fouiller vous-même de votre côté, mais dans notre cas d'utilisation, ça va être les éléments que vous allez le plus utiliser, ou au moins ceux que vous avez nécessairement besoin de savoir. On va passer maintenant avant de continuer, sur des options liées au raccourci clavier. Donc dans le cours précédent, on avait vu CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, CTRL-X pour couper, CTRL-Z pour annuler quelque chose qu'on a fait. Pour rappel, si je clique sur supprimer cours 1, il a effectivement été supprimé ou mis dans la corbeille, et si je fais CTRL-Z, il va revenir. Pourquoi? Parce que j'ai demandé d'annuler l'action qui vient d'être faite. Donc si je fais encore CTRL-Z, il ne va pas réannuler cette action-là. Il va annuler l'action qui était faite encore avant. Et on voit que l'action qui avait été faite encore avant, c'était qu'on avait copié des fichiers ici. On va remettre ces fichiers comme ils étaient. On va les reprendre ici et les remettre comme ils étaient. Donc c'est les principaux raccourcis clavier qu'on avait vus. On va revenir donc sur d'autres raccourcis. Donc je vais réafficher le cours. Okay. Donc, des raccourcis qui sont assez pratiques, ça va être Windows E, qu'on avait même déjà vu hier, pas hier, lundi.
qui permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc si j'appuie sur la touche Windows de mon clavier plus la touche E, donc la touche Windows, c'est la touche où vous allez voir le logo de Windows. Ça va être, en fonction de l'Inter, ça va être soit un petit carré divisé en 4 ou alors une sorte de petit drapeau. Si j'appuie sur cette touche plus E, qu'est-ce qui va se passer? Il va ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc plutôt que d'aller chercher dans les menus en bas, je peux juste appuyer Windows E et l'explorateur de fichiers va s'ouvrir. L'avantage avec les raccourcis clavier, c'est que quand on commence à les maîtriser, on se rend compte qu'on perd beaucoup moins de temps. Comme son nom l'indique, ce sont des raccourcis. C'est-à-dire que très souvent, vous allez perdre du temps en vous déplaçant manuellement pour chacune des options avec la souris. En utilisant le raccourci clavier, vous pouvez faire énormément de tâches sans même toucher à votre souris. Vous sélectionnez juste l'élément que vous voulez et vous faites toutes vos actions avec le clavier. Ça fait gagner énormément de temps. On a toujours dans nos raccourcis CTRL SHIFT plus N. Sur certains ordinateurs, vous allez voir la touche SHIFT, c'est écrit explicitement SHIFT, sinon ce sera la touche majuscule, qui sera généralement sur la gauche de votre clavier, tout à gauche. Donc je vais d'abord ouvrir mon explorateur de fichiers. Je vais venir dans Document par exemple, et je vais faire CTRL SHIFT N. Donc c'est une touche à la fois. J'appuie CTRL d'abord, je reste appuyé, Shift ensuite, toujours je reste sur les CTRL et Shift appuyés, et j'ajoute maintenant la touche N. Et ça fait qu'au final, j'aurai appuyé sur les 3 touches. Et on voit ici qu'effectivement, un nouveau dossier a été créé. On peut fermer cet onglet-là. On a le raccourci clavier F2. Donc F2, on voit ici que c'est un raccourci assez particulier parce qu'il ne demande pas d'appuyer sur 2 touches en même temps. Il propose juste d'appuyer sur une touche et il va renommer un fichier. Donc ce sont les touches que vous allez voir tout en haut de votre clavier. Juste à côté de la touche échappe, vous allez avoir F1, F2, F3 et ainsi de suite jusqu'à généralement F12 pour la majorité des ordinateurs. Donc si je réouvre mon explorateur de fichiers, Windows E, je vais dans Document, je fais CTRL-SHIFT-N pour créer un nouveau dossier et je clique sur F2. On voit ici que je peux maintenant modifier le nom de mon document. On va l'appeler Document, juste. Voilà. Je clique encore sur F2. Le fait de le voir surligné en bleu ici indique que je peux effectivement changer son nom. On a ensuite d'autres options qui sont Windows I. Donc toujours la touche Windows plus la touche I qui va ouvrir les paramètres. Donc, il y a plein d'options d'ouvrir les paramètres. Celle-ci, c'est juste un raccourci. Je ne pense pas que vous aurez énormément besoin de l'utiliser. Toujours dans notre explorateur de fichiers, on a CTRL N qui va pas, cette fois, c'est pas CTRL SHIFT N, mais juste CTRL N. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouvel onglet. Comme si je voulais faire une nouvelle recherche ou ouvrir un nouvel explorateur de fichiers. Donc ici, je suis dans Document. Je vais faire CTRL N et va ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Donc on voit qu'une deuxième fenêtre a été ouverte et je peux aussi tout aussi bien naviguer sur cette fenêtre pour faire mes recherches et voir mes fichiers. Et on a CTRL T. Donc CTRL N, c'est ouvrir la fenêtre. CTRL T, lui, c'est ouvrir le nouvel onglet. Donc si je réouvre mon explorateur de fichiers, CTRL N, il ouvre une fenêtre. CTRL T, il ouvre un onglet. On permet de pouvoir rechercher plusieurs documents à la fois. Donc, avant de continuer, on va mettre une petite partie quiz. Donc un quiz va s'afficher sur votre écran. Donc il y a 3 questions, je vous laisse rapidement répondre à ces questions. Donc il y a 3 questions. Deux qui concernent les raccourcis clavier directement et une qui concerne un autre élément qu'on n'a pas expliqué, mais c'est pour voir un peu. On va encore laisser 1 minute pour que tout le monde réponde.
vois que la majorité d'entre vous ont bien répondu. Certains ont quand même fait quelques erreurs. Donc, on va laisser encore 10 secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Très bien. On va arrêter les résultats ici. Alors, certaines réponses étaient même sous vos yeux, c'était fait exprès. Donc, si on regarde les différentes questions, on avait raccourci clavier pour un nouvel onglet. Quel est le raccourci clavier pour un nouvel onglet? Certains parmi vous ont choisi CTRL-N. Si on regarde ici dans nos raccourcis, on voit que CTRL-N, c'est pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Nous, ce qu'on a demandé ici, c'est un nouvel onglet. Et le nouvel onglet, c'est CTRL-T. Donc la bonne réponse, c'était CTRL-T. La majorité d'entre vous a correctement répondu. Ensuite, on a trouve plus le questionnaire. Oui, j'ai laissé 2 minutes pour le questionnaire. Dès que les 2 minutes se sont écoulées, le questionnaire, vous ne pouvez plus y répondre. Donc, on continue sur les réponses. Deuxième question, à quoi sert le raccourci CTRL-SHIFT plus N? Si on regarde ici, on voit qu'effectivement, le raccourci CTRL-SHIFT plus N permet de créer un nouveau dossier. Donc, certains ont répondu supprimer un dossier, mais la grande majorité ont répondu créer un nouveau dossier, ce qui est correct. Ensuite, dernière question, qui est la question sur laquelle on n'avait pas vu, mais que vous avez quand même, que j'ai quand même posée. Avant le téraoctet, le gigaoctet, le mégaoctet, nous avons. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, certains ont répondu le mini-octet. Non, ce n'est pas le cas. Le nano-octet, encore moins. La bonne réponse était le kilo-octet. Donc, on fera peut-être un cours dédié aux unités de stockage. Mais pour rappel, on a l'octet, qui est la plus petite unité de stockage, qui représente 8 bits. Donc, l'octet, le kilo-octet, le mégaoctet, le gigaoctet, le téraoctet, le pétaoctet, et plein d'autres éléments ensuite. Dans la majeure partie du temps, vous allez juste au grand maximum, parler de téraoctet. Parce qu'un téraoctet, ça fait déjà 1000 gigas, donc c'est déjà énorme pour la majorité des cas d'utilisation. Donc, on va continuer et on va passer sur la deuxième partie de ce cours qui est totalement différente et qui ne concerne pas notre interface, mais qui va parler de l'archivage des documents. Donc là, on rentre un peu plus en profondeur sur certaines options de notre ordinateur. Donc l'archivage, c'est quoi? L'archivage, c'est l'action de rassembler et de compresser plusieurs fichiers ou dossiers dans un seul fichier compact, souvent appelé une archive. Cette archive permet de réduire l'espace occupé. Cette archive permet de... Désolé, je me suis perdu dans ma lecture. Cette archive permet de réduire l'espace occupé, de faciliter le partage, que ce soit par mail, clé USB ou le cloud, et parfois de protéger les données par un mot de passe ou un chiffrement. On va revenir sur le terme chiffrement. Donc, donc on a vu que ça permet de regrouper plusieurs fichiers dossiers ou éléments en un seul petit paquet. Donc, pourquoi on utilise l'archivage? Donc ça regroupe, comme j'ai dit, plusieurs fichiers en un seul paquet, ce qui permet de l'envoyer et de le stocker plus facilement. Imaginons qu'on a tous nos cours, donc 50 cours, 50 documents qui concernent toutes nos sessions. Plutôt que de les mettre dans un seul fichier et de garder qu'ils prennent autant d'espace, on va les compacter pour les mettre dans une seule archive. Tous ces éléments-là seront en un seul fichier, ce qui va faciliter le fait qu'on puisse l'envoyer ou le stocker très simplement. Très souvent aussi, l'archivage permet quoi? Il permet de réduire la taille, donc de compresser la taille de nos fichiers. Donc ça va varier beaucoup selon le type et le poids de base de nos fichiers. Je prends un exemple, plutôt on a parlé d'images. On a vu les images c'était en point PNG. Donc imaginons j'ai 10 images, que je les compresse, ça va effectivement réduire leur taille. Mais si mes images sont par exemple au format .jpeg, qui sont aussi des images, c'est des formats qui sont déjà compressés. Donc quelque chose qui est déjà compressé, tu ne vas pas pouvoir le compresser plus. Il est déjà quasiment à son maximum. Ensuite, troisième avantage de l'archivage, c'est de pouvoir protéger via un mot de passe et via un chiffrement pour augmenter la sécurité et la confidentialité des données. Donc, quand je parle de mot de passe ou de chiffrement, c'est qu'on va pouvoir crypter les fichiers qui sont à l'intérieur, en plus de leur ajouter un mot de passe. C'est-à-dire que même si j'ai le mot de passe, je ne vais pas forcément pouvoir accéder à ces informations-là parce qu'elles sont cryptées, elles sont masquées. Donc, on reviendra sur cet aspect-là encore. Et dernier avantage, c'est fractionner en volume pour contourner des limites d'envoi. Pour les mails, par exemple, quand on veut envoyer un mail, il y a une limite généralement de 25 mégas.
Pourtant, il y a beaucoup de nos fichiers qui peuvent faire plus de 25 mégas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a un fichier unique, on peut l'archiver et le fractionner en plusieurs volumes. Quand on parle de volume, on peut le fractionner en plusieurs fichiers différents. Donc, si on a un fichier de 100 mégas, on va le fractionner en 4 fichiers différents qui, une fois mis ensemble, vont pouvoir former notre fichier de base. Et ça va nous permettre de pouvoir les envoyer un peu partout et plus facilement. On a ensuite les formats d'archivage. Donc on est toujours sur l'archivage. On a 3 gros formats qui sont utilisés un peu partout. Donc on a le premier, qui est le plus commun, c'est le format zip. Vous avez peut-être déjà vu sur votre ordinateur des fichiers qui sont, par exemple, archive.zip ou dossier.zip. Donc ses avantages, c'est quoi? C'est qu'il est déjà gratuit, il est compatible avec quasiment. Quand j'ouvre, monsieur, lorsque je fais CTRL-SHIFT-N, ça m'ouvre un nouvel onglet et non un nouveau dossier. Alors si on refait Windows, c'est Windows E, pardon. Alors, vous avez cliqué sur CTRL-SHIFT-N, il faut le faire dans le bon ordre. Ici, on voit, je clique CTRL-SHIFT ou majuscule N, et effectivement, ça crée un nouveau dossier. Ça peut aussi dépendre de deux choses. Est-ce que vous êtes sur Windows ou non? Et quelle version de Windows vous avez? Au niveau de l'interface, il y a pas mal de différences qui sont faites entre Windows 11 et Windows 10. Nous, ici, on est sur Windows 11. Si vous avez toujours ce problème-là, on pourra revenir dessus un peu après. Donc, le zip, c'est gratuit. C'est très compatible avec la majorité des appareils. Donc, ça fonctionne sur quasiment tous les systèmes d'exploitation, même sur nos téléphones Android, sur les iPhones, sur les ordinateurs macOS ou autres. Et aussi, c'est très simple à utiliser. Vu que c'est intégré dans la majorité des systèmes, c'est très simple pour pouvoir archiver ou désarchiver un élément. Ensuite, on a le fichier RAR, qui est lui aussi très répandu. Un peu moins que zip aujourd'hui, mais qui à un moment donné, il y a quelques années, était très très répandu. Donc, ses avantages, c'est qu'il offre d'autres options que zip n'offre pas de base. Il permet du chiffrement. Donc, on va pouvoir chiffrer nos données. Juste après, on va parler du chiffrement. Et l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il est moins simple à utiliser. Donc, si je reviens sur l'inconvénient de zip, c'est qu'il manque d'options. Il est simple à utiliser, mais il manque d'options. RAR, lui, donc juste ici, lui, il est moins simple à utiliser, mais il offre beaucoup d'options. Et on va venir sur le dernier, et celui que je vous conseille le plus pour sa facilité et pour les options qu'il offre, c'est 7Z. Pour la différence entre Zip, RAR et 7Z, c'est que ces deux-là vont généralement avoir besoin que vous installiez un autre logiciel dans votre ordinateur pour pouvoir les gérer, pour voir toutes les options. Donc l'avantage de 7Z, donc on va appeler C1Zip, il est gratuit, il a un très haut niveau de compression, donc c'est-à-dire qu'il peut, s'il y a énormément de données, il peut très très bien les compresser au maximum pour que ça prenne le moins d'espace possible. Et il permet aussi le chiffrement de noms de fichiers, en plus d'un chiffrement complexe. On a beaucoup utilisé le terme chiffrement, on va maintenant définir c'est quoi un chiffrement. Donc, je vais fermer cette fenêtre et on va venir ici. Donc, le chiffrement ou le cryptage des données, c'est utiliser des algorithmes généralement mathématiques qui vont nous permettre de rendre un élément lisible, illisible pour les personnes qui n'ont pas le droit de le consulter. Je prends un exemple. Vous avez fait une réunion privée sur des sujets très sensibles. Vous êtes dans une entreprise, vous avez fait une réunion privée sur des informations très sensibles. Il y a un compte rendu de la réunion. Sauf que pour éviter que ce compte rendu, les informations de cette réunion ne fuitent, qu'est-ce qu'on va faire? On va crypter ou chiffrer les informations qui sont dans ce document-là. Donc si on disait par exemple dans le document que on va transférer 500 millions de dollars vers un compte privé, c'est un exemple. En le cryptant, il va devenir illisible. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le fichier crypté ne pourra rien lire de ça. Sauf si maintenant il a le logiciel pour décrypter, il pourra le lire. Donc on va faire un exemple ici. Je vais entrer mon texte. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Donc on voit ici mon texte. Il n'est pas encore crypté. Je vais le crypter ici. Et on voit le résultat qui va s'afficher ici. C'est celui-ci. SC5T2A. Clairement, ça n'a aucun sens. Quand on compare avec le fichier, avec le texte de base qu'on a entré, ça n'a plus aucun sens.
Si je copie cet élément-là, et que je le mets dans un autre document texte par exemple, sur Word, je ne pourrais pas le déchiffrer. Par contre, si j'ai un outil de déchiffrage, je peux, comme celui qui est ici, donc Text Decryption, je vais le coller et je vais dire Decrypt. Il va me dire, ah, effectivement, ça veut dire bonjour, comment ça va. Donc, il a pu décrypter ce qu'on avait crypté. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir crypter quelque chose qui peut être aussi facilement décrypté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire généralement? C'est qu'on va ajouter une clé secrète ou un mot de passe pour crypter, pour protéger le cryptage, le chiffrement de notre donnée. Donc, si je reviens sur bonjour, comment ça va ici, je vais dire d'ajouter une clé de sécurité. Et cette clé, notre mot de passe, on va l'appeler, on va écrire, ce sera juste 1, 2, 3, 4. Bien sûr, n'utilisez pas 1, 2, 3, 4 quand vous chiffrez vos fichiers. Sinon, ça ne sert, autant ne pas les chiffrer. 1, 2, 3, 4, c'est trop simple comme mot de passe. Et je vais cliquer sur Encrypt ici. On voit ici que ma sortie, elle a changé. Si je clique ici, je copie et je viens placer ça dans mon outil de décryptage ou de déchiffrement. Je clique Decrypt. Il me dit, ah tiens, une erreur est survenue pendant qu'on décryptait. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de décrypter quelque chose sur lequel il n'a pas la clé secrète ou le mot de passe. Donc il ne peut pas le faire. Si par contre je lui donne cette clé, donc je active l'option, et je lui dis, bon, la clé c'était, mettant une fausse clé pour le moment, 5, 6, 7, 8. Décrypte. Il n'arrive toujours pas. Pourquoi? Parce que la clé est mauvaise. Tout comme vous ne pouvez pas vous connecter à un compte si vous avez le mauvais mot de passe. C'est la même chose. Je vais mettre maintenant la bonne clé. 1, 2, 3, 4. Décrypter. Et on voit ici que grâce au mot de passe qu'il a maintenant, il peut décrypter l'élément qui a été crypté. Donc dans ce genre d'échange de fichiers cryptés ou chiffrés, imaginons que on repart toujours sur le contenu de la réunion qui était privée. Moi j'étais à la réunion, donc j'ai le droit d'avoir accès à ce fichier-là. Mon voisin, il était aussi à cette réunion, donc il a le droit à ce fichier-là. Mais par contre, l'autre voisin juste à côté, l'autre collègue, il n'a pas le droit d'y avoir accès. Donc si jamais l'information doit circuler ou fuiter, je ne vais donner la clé de déchiffrage qu'à celui qui est concerné. Donc si tu n'es pas concerné, tu auras le fichier peut-être, mais vu qu'il est crypté, tu ne peux rien faire avec ce fichier-là. Si tu n'as pas la clé, c'est que tu n'es pas concerné par ce fichier-là. Donc c'est une des options que l'archivage va nous permettre de faire. On va revenir sur notre présentation. Donc, on a le format zip, comme j'ai dit, gratuit, très compatible, simple à utiliser. Le format rare, qui est très répandu aussi, qui permet du chiffrement basique, mais qui est moins simple à utiliser. Et on a ce 7Z, qui est gratuit, qui a un très haut niveau de compression pour pouvoir compresser correctement nos fichiers, qui peut permettre de chiffrer les informations de manière plus complexe et aussi chiffrer le nom de fichier. On va revenir sur cette option un peu plus tard. Donc, on va tester toutes ces options-là. Donc, on va commencer par le chiffrage zip, donc celui de base. Je vais sélectionner certains de mes éléments. Je vais par exemple prendre cours 1, le fichier texte, le fichier Word et mon image ici. Je vais sélectionner les trois. Donc pour sélectionner plusieurs fichiers en même temps, vous cliquez sur le premier fichier et vous restez appuyé sur la touche CTRL. Donc c'est la touche où c'est écrit CTRL. Vous restez appuyé dessus et vous cliquez sur les autres fichiers et il va les sélectionner. Si maintenant les fichiers sont dans l'ordre, je peux cliquer sur le premier fichier. Et si je veux tous les fichiers qui sont en bas, je clique sur majuscule ou shift et je clique sur le dernier fichier. Il va prendre tous les éléments qui sont entre. Si je fais la même chose ici, j'appuie sur majuscule, je clique sur ce fichier-là, tous les éléments ici qui sont entre les deux vont être sélectionnés. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de créer une archive pour mon cours 1. Mon cours 1, il est constitué d'un document Word, d'un document texte, d'un PDF par exemple, et d'une image. Donc je vais prendre ces quatre éléments-là, les sélectionner, et comme on a dit, pour avoir toujours plus d'options, c'est clic droit. Donc si je fais clic droit, j'ai l'option ici, compresser vers. Bon, moi j'ai installé différents logiciels, donc il me propose beaucoup d'options. Mais sinon, compresser vers, vous aurez généralement zip. Donc compresser vers, je vais dire, je vais compresser vers zip. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un fichier zip. On voit le fichier a été ajouté ici, c'est un fichier zip. Donc ce fichier zip, il est censé contenir ma session 2 ici, mon image et mes deux cours. On voit ici que si on regarde la taille de ces éléments-là, session 2 ici fait environ 1 méga, un peu moins d'un méga. L'image fait 3 mégas, 3 kilooctets, et les deux documents texte, vu qu'ils sont vides, c'est normal, ils font à peu près 0 kilooctets. Donc si on additionne tout ça, ça fait
plus que 900, moins de 1 méga, mais ça va être environ 960 mégaoctets. Pourtant, mon fichier zip ici, il fait pas 960 mégaoctets, kilooctets, pardon. Il fait 653. Donc, c'est plus léger. Pourquoi? Parce qu'il a compressé un maximum les éléments qui le constituent, pour qu'ils puissent tenir dans un plus petit fichier et tous grouper entre eux. C'est l'un des gros avantages de l'archivage. Et pourquoi je vous parle d'archivage ici? C'est parce qu'on va avoir une partie consacrée à la sauvegarde des fichiers. Et donc l'archivage et la sauvegarde vont de pair pour optimiser ces sauvegardes. Donc maintenant mon fichier est compressé, je peux le déplacer comme je veux. On parle d'archivage, il faut absolument un chiffrement clé, c'est-à-dire une sécurisation des archives à l'aide d'un mot de passe. Pas toujours. Si ce sont des données sensibles, on dit, si ce sont des données sensibles, oui, il faut archiver avec un mot de passe, avec donc un chiffrement clé. Mais si ce sont des données qui ne sont pas sensibles et qu'on veut juste qu'elles prennent moins d'espace ou plus pouvoir les envoyer en lot ou les déplacer en lot, pas besoin d'ajouter un chiffrement avec un mot de passe. C'est vraiment au cas par cas. Mais comme j'ai dit, documents sensibles, c'est toujours le mot de passe. Donc, on a notre fichier ici, image zip. Bon, il a pris le fichier du dernier élément que j'ai sélectionné, mais on peut très bien le renommer. On va le nommer archive cours 1. Donc, si j'ai ce fichier ici, je peux le déplacer. On va par exemple l'utiliser. On va le déplacer, donc CTRL-C. On va le mettre dans image. Et CTRL-V pour le coller. Donc déjà ici, j'ai uniquement mon archive qui est là. J'ai plusieurs façons de l'extraire. Déjà, on regarde sur notre menu ici. On a l'option extraire tout. C'est une des premières façons de l'extraire. Je peux aussi juste cliquer dessus et je vais accéder au contenu de l'archive. Et ce qui est préconisé de faire, c'est de faire clic droit et extraire tout. Si je clique droit et extraire tout, je mets extraire. Effectivement, le fichier il a été extrait. L'archive a été extraite et donc tous les fichiers sont disponibles. On voit ici un nouveau dossier s'est créé, archive cours 1, et il contient effectivement toutes nos informations qui avaient été archivées. Et on peut voir ici qu'elles ont repris leur poids de base. Donc si je regarde dans propriétés, je regarde le poids, effectivement on a environ 960 kilooctets, ce qui correspond à leur poids de base. Là où dans l'archive, combien est-ce qu'elle pesait? Elle pesait 652 kilooctets, donc elle était effectivement bien compressée. Mais on voit ici que sur Zip, pardon, on a très peu d'options. On peut archiver et désarchiver, c'est tout. On n'a pas les options pour chiffrer. Est-ce possible pour un virus de s'attaquer à une archive? Oui, c'est possible pour un virus de s'attaquer à une archive. C'est pour ça qu'il est préconisé d'utiliser des bons logiciels d'archivage et de compression et d'utiliser souvent des mots de passe pour tout ce qui est sensible. Si votre virus s'attaque à quelque chose qui n'est pas sensible, ça ne va pas vous causer beaucoup de tort. Mais s'il s'attaque à une information sensible, effectivement là, ça va vous causer du tort. Donc il faut, pour les informations sensibles, toujours ajouter les chiffrements par clé. Le chiffrement par clé, il va permettre même à un virus d'avoir beaucoup plus de mal à pouvoir voler vos données. Et après, comme il faut comprendre que tous les systèmes informatiques ont des failles. Donc ça peut être des failles liées à l'utilisation de l'être humain ou des failles qui sont juste existantes. Rien n'est 100% sécurisé en informatique. Très souvent, même pour les grosses entreprises, il arrive qu'il y ait des hacks, des virus qui s'installent, des vols de données, des fuites de données, ça arrive. Donc il y a toujours le risque zéro n'existe pas en informatique. Mais on peut s'en protéger, et notamment pour éviter d'être attaqué par ce genre d'outils, on va utiliser un chiffrement clé. Donc, je reviens ici. Donc, on a un autre archive ici, qui est là, mais qui n'a pas énormément d'options. Donc, je vais supprimer cette archive-là et mon dossier qui a été créé. Je vais revenir dans Documents, là où tout a commencé, et je vais supprimer aussi mon archive ici. Je vais utiliser cette fois un autre logiciel et on va utiliser 7zip. Donc, pour l'installer, c'est très simple. On va sur Google, et google.com. J'ai mal écrit. Et on va y taper le nom du logiciel. 7, donc 7 zip. Je vais aller sur le premier site de 7zip.org. Je vais cliquer dessus et j'ai les options télécharger ici. Je vais juste le télécharger. Une fois qu'il sera téléchargé, j'aurai cliqué, il va s'afficher dans mon dossier téléchargement. Je viens dans téléchargement. On voit ici qu'il est juste là. C'est 7Z, le nom du logiciel, .exe. Les .exe, c'est pour les applications. Donc on voit ici le type, c'est application. C'est-à-dire que si je clique dessus, il va me proposer de l'installer.
qui va m'afficher, ça a dû masquer de l'autre côté, voilà. Il va m'afficher une option qui va dire que est-ce que je vais l'installer ou non. Dans mon cas, je ne vais pas la réinstaller vu qu'elle est déjà installée. Alors, comment décompresser, s'il vous plaît, un document? Comment décompresser? Alors, on l'a vu plus tôt. Je vais revenir sur cet aspect-là avec, l'autre logiciel. Est-ce qu'il est possible de récupérer des informations sur un disque HDD attaqué par un virus du genre cheval de Troie? Alors, ça va dépendre déjà. Les virus cheval de Troie, il y a différents types de cheval de Troie et tout comme il y a différents virus. Chaque virus a ses propres failles. Donc, vous pouvez utiliser soit un logiciel adapté, par exemple des logiciels de récupération ou comme Recova et autres, soit juste utiliser l'antivirus pour voir s'il arrive à supprimer le virus ou pas. Mais généralement, on va utiliser des logiciels de récupération des informations, comme Recova par exemple. Que recommanderez-vous par rapport aux dispositifs de connexion externe et l'accès sur certains sites? Alors, pour l'accès sur certains sites, on va pas détailler cet aspect-là ici, ça ne concerne pas trop notre sujet principal. C'est toujours dans l'aspect sécurité de vos données et de votre ordinateur, mais ce n'est pas un point sur lequel on va revenir ici. Sur les autres formations, vous rentrerez un peu plus dans ce détail-là. Donc, je vais continuer. Donc, mon logiciel est maintenant installé. Donc, ce qui veut dire que j'ai accès à différentes options. Si on repart sur Documents, on va sélectionner les mêmes éléments. Session 2, session 1, cours 1 et notre image. Donc, nos 4 éléments sont sélectionnés. Je vais faire clic droit ici, afficher plus d'options, et on voit ici que j'ai 7-zip ici qui s'est ajouté. Donc j'ai ajouté, si je survole dessus, j'ai ajouté l'archive, compressé et envoyé par courriel, ajouté à document, on a plein d'éléments différents. Moi, ce que je veux, c'est le compresser. Donc je vais cliquer sur ajouter à l'archive. Je clique ici et on voit on a une fenêtre bien plus complète qui s'ouvre avec plein d'options. Bien sûr, toutes ces options ne vont pas être intéressantes pour nous. On a le nom de l'archive. L'archive, on veut l'appeler archive cours 1. On a le format de l'archive, on va ici au format 7Z. On a les niveaux de compression. Plus le niveau de compression est élevé, plus le fichier va être compressé un maximum. Mais si votre ordinateur est peu puissant, ça va être un peu lent. Donc plus on augmente le niveau de compression, plus ça va être lent, parce qu'il va devoir forcer un peu plus pour compresser. On va sauter un peu toutes ces autres options-là qui ne seront pas très utiles dans notre cas ici. On va venir sur deux options qui nous intéressent beaucoup ici. Donc on a chiffrement par mot de passe. Donc on peut ici entrer un mot de passe. Ce qui veut dire que sans ce mot de passe, mes données seront techniquement chiffrées et inaccessibles. Donc je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4 toujours. Comme j'ai dit plus tôt, n'utilisez pas un mot de passe 1, 2, 3, 4 ou n'écrivez pas test ou votre date de naissance ou votre nom. Si c'est un mot de passe aussi simple, ça ne vaut même pas la peine d'utiliser un mot de passe. Donc, entrez le mot de passe 1, 2, 3, 4 et je mets encore 1, 2, 3, 4 pour confirmer. Je peux afficher le mot de passe, je vois qu'effectivement c'est 1, 2, 3, 4. Et je vais cliquer sur OK. Et effectivement, mon fichier s'est ajouté ici. On voit archive cours 1.7z, dossier d'archives compressé. Si je clique sur extraire tout, extraire, il est impossible de terminer l'assistant d'extraction de fichiers. La prise en charge des archives chiffrées de ce type n'est pas disponible actuellement. Là, c'est parce qu'on a essayé de l'extraire avec zip directement. Et zip, lui, il n'accepte pas les extractions ou la création de fichiers d'archives avec le mot de passe. Donc on va fermer. Et on va essayer d'utiliser 7zip, justement ce même logiciel, directement pour extraire. Donc 7zip, extraire les fichiers. Donc il me propose où est-ce que je vais l'extraire, je mets OK. Et tout de suite, il me demande entrer le mot de passe. Il a déjà créé le fichier, mais ce fichier est encore vide pour l'instant. Il n'a pas encore mis, il a créé le fichier, mais il n'a pas encore mis les informations à l'intérieur. Donc il me demande d'entrer le mot de passe. Je vais mettre un mot de passe différent. Test. Et il va me faire croire qu'il a réussi, mais il va me dire erreur de données, mauvais mot de passe. Et si je ferme, j'ouvre le fichier archive. Certaines données n'étaient pas totalement cryptées, mais l'archive ici, elle n'a pas été correctement extraite. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mot de passe sur ces informations-là. Elle peut être extraite soit en partie, soit pas du tout. Ça dépendra du niveau de chiffrement. Je vais supprimer et je vais revenir ici sur 7zip, extraire les fichiers. Et cette fois, je vais taper le bon mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et je vais cliquer OK. Et là, on voit ici que le fichier s'est bien créé. Il n'y a pas d'erreur qui s'est affichée. Et mes 4 informations sont là. Donc, notre fichier est effectivement bien protégé par mot de passe. Maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'on a beau avoir chiffré
le contenu des fichiers, on les a chiffrés, donc c'est-à-dire que je peux pas accéder à ce fichier-là, mais par contre, je peux toujours voir ces fichiers-là. Donc si je double-clique sur archive cours 1, il m'affiche effectivement mes 4 dossiers. Le seul problème, c'est que quand je vais cliquer sur un, il va me dire que impossible de créer le fichier en destination. Pourquoi? Parce que le chiffret est protégé. Donc je vois effectivement le nom du fichier, le type du fichier, la date du fichier, je vois beaucoup d'informations sur le fichier. Ce qui fait que ça rend, entre guillemets, le fichier vulnérable. Pourquoi? Parce que, certes, je ne peux ouvrir aucun de ces fichiers, mais je sais quand même ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que, imaginons que je suis un voleur, je ne peux pas rentrer dans une maison, mais je peux quand même voir ce qu'il y a dans la maison. Ce qui fait que je vais chercher par tous les moyens à rentrer dans cette maison-là. Comment faire si on oublie le mot de passe zip? Alors, il y a des logiciels qui sont faits pour récupérer ces fichiers-là, sauf que c'est très rare qu'il fonctionne réellement. Si ton mot de passe est fort, donc un mot de passe bien défini, il ne va pas réussir à récupérer ce mot de passe-là. Donc c'est souvent très compliqué si on a oublié son mot de passe zip. Il faut soit attendre de s'en souvenir, soit trouver, et ça c'est assez rare, la clé de déchiffrement. Mais sinon, généralement, si votre fichier, vous avez oublié vous avez oublié le mot de passe et que avec les outils de base, vous n'avez pas retrouvé le mot de passe, c'est que le fichier, vous ne pourrez plus y avoir accès. L'archive, en tout cas, vous ne pourrez plus y avoir accès. Donc on voit ici que donc, je peux voir toujours le contenu de mon archive, mais je ne peux pas forcément l'écrire. Bon, ici, il peut l'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est vide. Donc pas besoin de chiffrer quelque chose qui est vide. Mais si je prends le cas de mon image ici, il refuse. Parce que l'image, elle existe. Mais je la vois quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter une option supplémentaire. On va supprimer cette archive-là. On va revenir dans... On va refaire la même chose. Une minute. Très bien. Donc, on va refaire la même chose. On va reprendre cours 1, image et session 1. Et on va repartir sur l'interface de cette zip. Cette zip ajoutée à l'archive. La même interface affichée. On va entrer notre mot de passe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut afficher le mot de passe pour être sûr que c'est le bon mot de passe. Et ici, on a d'autres options qui sont chiffrer les noms de fichiers. Donc ça veut dire que là, ici, quand je vais cliquer sur cette option-là, et que je vais extraire effectivement mon fichier, le fichier là, si je double-clique dessus, je ne peux même plus voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si, effectivement, on reprend l'exemple de la maison. Je suis un voleur, je veux rentrer dans la maison. Si je n'ai pas la clé pour entrer dans la maison. Si tous les rideaux sont fermés, je ne peux pas voir ce qu'il y a dans la maison. Donc je ne peux ni accéder ni voir ce qu'il y a dedans. Tout est secret. C'est le même principe ici. On a activé le chiffrage des noms de fichiers. Et maintenant, si je clique dessus, je ne peux plus. Je connais juste le document, sa taille, mais je ne peux plus voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai plus aucune information. Mais si je l'extrais avec toujours le même logiciel, et je mets mon mot de passe, j'aurai de nouveau accès à toutes mes informations. Donc c'est l'un des gros avantages d'utiliser des logiciels comme 7zip ou RAR, c'est qu'ils permettent d'avoir beaucoup plus d'options pour l'archivage et pour la sécurité de nos données. Si vous avez peu de documents, très souvent l'archivage ne va pas vous aider à grand chose. Mais si vous travaillez avec énormément de documents et que ces documents doivent être sauvegardés ou stockés quelque part, il faut que vous maîtrisiez les aspects de l'archivage pour pouvoir optimiser non seulement l'espace que ça va prendre, la taille des fichiers, mais aussi optimiser le rangement de ces fichiers et la sauvegarde de ces fichiers. On peut voir un autre aspect ici, c'est qu'on avait créé le fichier court en prenant ce fichier-ci, celui-là et celui-là, et on voit la taille totale, elle est à un peu plus de 3700, elle va être à 3776 kilooctets. Donc c'est une certaine taille, donc 3 mégas 7 on va dire. Mais l'archive qui en découle fait que 3 mégas pile. Donc ça veut dire qu'effectivement, en plus d'avoir chiffré, il a compressé et réduit la taille que ça prend. Là, ici, on voit que ça fait que 300 kilooctets de différence. Mais imaginons qu'on veuille archiver des images. On a des images qui font plusieurs gigas. Le fait de les archiver peut nous faire gagner énormément de mégas, voire de gigas, en fonction de la quantité de données. Donc c'est un autre avantage encore de l'archivage. On revient sur notre document. Donc on a le format d'affichage et on a les bonnes pratiques pour l'archivage. Donc on a vu dans les bonnes pratiques qu'il y a le mot de passe fort. Donc un mot de passe fort, c'est un mot de passe qui sera compliqué à trouver. Donc si, imaginons moi je m'appelle Fernand, je vis à Port-Gentil.
Si comme mot de passe je mets Port-Gentil et que quelqu'un vole ce fichier-là, et qui sait que je viens de Port-Gentil, logiquement il va taper, il va faire quelques exemples, il va taper par exemple Port-Gentil. Et là à ce moment-là, le mot de passe n'était pas suffisamment fort, il était faible le mot de passe. Donc ça c'est pas intéressant. Si je suis né le 12 octobre 2001 et que c'est ma date de naissance et que quelqu'un qui vole le fichier par exemple a par exemple certaines informations sur moi ou il connaît ma date de naissance, il est proche de moi, si il entre cette date de naissance et que c'est ça mon mot de passe, on a perdu. Pourquoi? Parce que le mot de passe n'était pas assez fort. Donc un mot de passe fort ne doit pas contenir d'informations privées. Et ça va être la même chose pour quand vous utilisez les mots de passe de vos adresses mail, de vos comptes réseaux sociaux. Il ne faut pas utiliser de mots de passe qui contiennent des informations personnelles sur vous, parce que quelqu'un qui connaît ces informations personnelles pourra facilement déjouer le mot de passe. Donc, pour ce faire, on peut utiliser plusieurs méthodes. On a notamment le fait d'utiliser des générateurs de mots de passe. Donc, il va générer un mot de passe aléatoire. Le problème, c'est que ce mot de passe aléatoire, c'est compliqué à retenir. C'est fait pour, mais c'est effectivement compliqué à retenir. Donc, si on a fait un mot de passe aléatoire pour chaque compte qu'on a ou chaque fichier qu'on a, c'est un peu compliqué. Donc, la solution simple, c'est d'utiliser une information compréhensible et de mettre certaines conditions dessus. Ça veut dire que je vais mettre un mot de passe, je vais mettre minimum 12 caractères. Plus il y a de caractères, plus ce sera compliqué à déchiffrer. On va ajouter des symboles, par exemple arrobase, des étoiles, des slash, des chiffres aussi, on va ajouter des chiffres. On va ajouter plein d'éléments qui vont faire en sorte que moi je peux les retenir, mais celui qui n'est pas au courant ne peut pas les retenir. Si mon mot de passe c'était Steve 2025, je vais mettre par exemple Steve 2025 arrobase étoile slash, ou mettre les étoiles ou les arrobases au début, peu importe. C'est-à-dire que moi, à la longue, je peux pouvoir le retenir, parce que c'est mon mot de passe, mais quelqu'un qui ne connaît pas mon mot de passe, il ne va pas pouvoir facilement le déjouer. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté des informations qui rendent le mot de passe fort et compliqué à pirater. Deuxième bonne pratique, c'est de chiffrer aussi les noms de fichiers. On a vu que si ton fichier est sensible, ton archive est sensible, il faut qu'on puisse non seulement ne pas avoir accès au contenu, mais même le nom des éléments qui sont à l'intérieur, on ne doit pas en avoir accès, on ne doit pas y avoir accès facilement. Donc on chiffre et le fichier, et l'archive, et les noms de fichiers, pour qu'ils ne soient pas accessibles. Maintenant, on va passer aux mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, ça va être, est-ce bien utiliser des phrases comme mot de passe? Par exemple, je suis africain. Alors, je suis africain, c'est mieux déjà que d'une information d'une information plus personnelle, mais c'est pas non plus le meilleur mot de passe. On prend le cas où ce n'est pas une personne qui va tenter de pirater votre mot de passe, mais un système qui va le faire. Il va se baser sur une base de données de beaucoup de mots de passe qui ont déjà été utilisés dans le monde. Et si quelqu'un l'a déjà utilisé, et il y a de fortes chances, votre mot de passe va être corrompu, il va être facilement trouvable. Donc évitez les phrases trop... vous pouvez utiliser des phrases, mais mettez des phrases qui n'ont aucun sens. Vous pouvez mélanger des mots et surtout aussi, j'ai oublié de le préciser, ajouter des majuscules, variantes majuscules, minuscules, les chiffres, les caractères spéciaux. Faites-vous vraiment plaisir pour rendre le mot de passe le plus compliqué à mettre possible. Et si je mets je suis africain, non, c'est pas un bon mot de passe. C'est trop faible comme mot de passe. Donc les mauvaises pratiques, ça va être d'utiliser plusieurs mots de passe pour plusieurs fichiers. On peut voir que c'est une bonne pratique parce que ça veut dire que c'est beaucoup sécurisé, mais qu'est-ce qui se passe si vous oubliez ces mots de passe? Ou si vous perdez le fichier qui contenait tous les mots de passe? Vous allez devoir fouiller ou essayer de décrypter plusieurs mots de passe différents pour plusieurs fichiers. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Je pense que les mots de passe alphanumériques avec des symboles sont plus sûrs. Oui, c'est ça. Donc alphanumérique, c'est dit ici dans bonne pratique. On ajoute des symboles, on ajoute des chiffres, on ajoute en variante majuscule, minuscule. Et si vraiment on a par exemple un outil de gestion de mots de passe, donc c'est un logiciel qui permet de stocker nos mots de passe, on peut générer un mot de passe. On va faire l'exemple ici. Je vais écrire, je, je vais générer un mot de passe ici. Et il va me générer par exemple un mot de passe. Je peux mettre le nombre de caractères minimum que je veux. Je veux le rendre facile à lire ou à dire. Je peux ajouter différentes options. Il y a des coffres-forts comme KeePassWords. Il y a énormément de coffres-forts pour les mots de passe. LastPass, même qu'on utilise là actuellement, il permet aussi de stocker ces mots de passe. Et puis, pour ceux qui n'ont pas confiance, vous pouvez toujours les stocker dans un dossier à vous ou même, il y a plusieurs endroits où vous pouvez les stocker. L'humain est nul en matière de mots de passe. Exactement, l'humain est très nul. C'est pour ça qu'il faut se former sur ça. La meilleure des pratiques, c'est toujours de générer son mot de passe.
sur des sites sécurisés pour générer son mot de passe. Pas sur n'importe quel site. Donc des sites sécurisés qui sont reconnus pour ça. Tu génères ton mot de passe, tu le copies et tu le stockes ailleurs. Donc on revient sur notre cours. Donc, on a vu la mauvaise pratique, c'est d'utiliser plusieurs mots de passe pour plusieurs fichiers, sauf des cas très rares. On va éviter d'avoir plusieurs mots de passe complexes sur différents fichiers d'une même archive. Est-ce possible de créer son propre coffre-fort? Oui, bon, vous pouvez, il y a des outils qu'on appelle open source qui permettent que sur un serveur ou sur votre logiciel, votre ordinateur, vous le téléchargez directement et l'installez pour vous-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à Internet ou à n'importe quelle autre entité. Ou alors, si vous êtes développeur, vous pouvez effectivement créer un coffre-fort pour vos propres mots de passe. Donc, la deuxième mauvaise pratique, c'est d'envoyer le mot de passe et le fichier sur le même canal. Imaginons que j'envoie un fichier protégé, donc chiffré, à une personne. Par exemple, je suis un employé et j'envoie ça à mon collègue. Et je lui envoie par mail. Je lui envoie aussi la clé de déchiffrage, le mot de passe, par mail aussi. C'est une faille de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le même canal pour transmettre toutes nos informations sensibles. En cybersécurité, par exemple, on préconise que j'ai plusieurs informations sensibles à partager, mais qui sont liées entre elles. On va utiliser des canaux différents. Si je t'envoie, par exemple, le fichier par mail, je vais t'envoyer le mot de passe par un système d'envoi de fichiers. Ou je vais te l'envoyer, par exemple, par un autre canal un peu plus privé, qui va être WhatsApp ou Telegram, peu importe. Mais toutes mes données ne seront pas réunies au même endroit. Et les générateurs de mots de passe Google ou Safari, ils sont fiables ou pas? Oui, ils sont plus ou moins fiables. Le seul problème, c'est qu'ils ne proposent pas beaucoup d'options. Comme on a vu sur le site tout à l'heure, ils proposaient beaucoup d'options, mais les générateurs de mots de passe de Google et Safari ne proposent pas toutes ces options-là, mais ils sont toujours sûrs. On va s'attarder maintenant au dernier point, après nos archives, c'est les types de sauvegarde. Donc, l'intérêt ici, pourquoi on a parlé d'archivage, c'est non seulement la sécurité de nos données, mais surtout la sauvegarde de nos données. Donc, comment on va sauvegarder nos données, où est-ce qu'on va les sauvegarder? Donc il y a deux gros types, enfin il y a plusieurs grands types de sauvegarde, mais on va s'attarder ici que sur deux grands types de sauvegarde. On a la sauvegarde complète, c'est une copie de tout à un instant T. Donc tous les fichiers qui sont dans un dossier ou dans un disque, je vais tous les récupérer et les copier ailleurs. Donc c'est une sauvegarde complète. L'avantage c'est quoi? C'est que c'est simple à restaurer, parce que c'est un bloc que tu récupères, mais l'inconvénient c'est que c'est long et lourd. Si mon disque fait 500 Go et que je veux le sauvegarder et qu'il est plein, j'aurai 500 Go de données à déplacer dans l'endroit où je vais sauvegarder. C'est long et c'est lourd aussi. Et on a le deuxième type qui règle un peu ce problème, c'est la sauvegarde incrémentale. C'est-à-dire qu'après une sauvegarde complète, donc j'ai sauvegardé par exemple tous mes documents dans un autre disque, plutôt que de recopier à chaque fois tout le contenu de ma sauvegarde, je vais faire quoi? Je vais utiliser la sauvegarde incrémentale pour changer uniquement les fichiers qui ont été ajoutés ou mis à jour. On va revenir sur notre explorateur de fichiers. Ici, on va venir par exemple en musique. Je vais créer un dossier save, sauvegarde, et on va créer un fichier texte, aussi appelé save text. Ce fichier, je vais rentrer à l'intérieur en double-cliquant et je vais mettre bonjour. Et je vais sauvegarder. Mon fichier de sauvegarde, c'est save. Donc si je veux le sauvegarder, je fais d'abord une sauvegarde complète. Sauvegarde complète, je prends tous les éléments qui sont concernés et je mets dans save. Il est sauvegardé complètement. Donc quoi qu'ici, il n'est pas sauvegardé, je l'ai copié. C'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Je vais revenir en arrière. Pour sauvegarder, je vais le copier et je vais le coller dans mon fichier de sauvegarde. Donc mon fichier, il est bien là. Et si je l'ouvre, on voit bien qu'il a bonjour à l'intérieur. Maintenant, imaginons que ce fichier-là, j'en ai 50 000. À chaque modification, je ne vais pas tout recopier. Non, ce que je veux, c'est recopier uniquement celui qui a changé. Donc je vais faire quoi? Je vais copier, on va les mettre en 3 fichiers. On va tous les déplacer à l'intérieur. Voilà. Donc on a une sauvegarde de nos 3 fichiers à l'intérieur et à l'extérieur. Je veux modifier par exemple juste save text, le premier fichier, et mis bonjour, tu vas bien. Je sauvegarde,
je ferme. Ici, c'est uniquement ce fichier-là qui a été modifié. Donc c'est lui qui doit être mis à jour dans la sauvegarde. Ça ne me sert à rien de recopier tous les éléments et de les redéplacer. Là, ici, ce sont juste 3 textes, donc c'est rapide. Mais si c'est 500 gigas de données, on ne va pas le refaire à chaque fois. C'est là que la sauvegarde incrémentale est intéressante. Il va scanner quel élément a été modifié et il va le mettre à jour lui uniquement. Je fais CTRL-C, je supprime son ancienne version et je mets sa nouvelle version. Les éléments qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas été modifiés, ils ne sont pas redéplacés, mais l'élément qui a été modifié, lui, il doit être déplacé. Ce qui fait que plutôt que de transférer à chaque fois 500 gigas par sauvegarde, on va seulement prendre par exemple 10 gigas parce qu'il n'y a que 10 gigas qui ont été modifiés. C'est ce qui est intéressant dans la sauvegarde incrémentale. Mais cette sauvegarde incrémentale, elle demande un système un peu à mettre en place pour rendre ça pratique. Donc son avantage, c'est donc rapide et peu d'espace, parce que tu ne transfères pas énormément d'éléments, mais l'inconvénient, c'est de mettre le système en place, parce que comme on l'a vu, ça ne se fait pas automatiquement. Donc il y a des outils qui sont utilisés pour rendre tout ça automatique. Donc on va prendre des exemples concrets. La sauvegarde personnelle. Donc ça concerne les deux types de sauvegarde. Moi, je suis un particulier qui a j'ai mes photos, j'ai mes documents privés et autres que je sauvegarde très souvent. Donc le cas qu'on va prendre par exemple, possible de refaire la démonstration de la sauvegarde incrémentale avec le document texte, s'il te plaît. Je pense que ça va. Je vais finir avec cet exemple-là et je vais revenir dessus pour tout le monde. Donc, reprenons le cas d'un sauvegarde personnelle. J'ai toutes les 2 semaines une sauvegarde complète de mon disque. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, je vais sauvegarder tout ce qui est dans mon disque, peu importe ce qu'il y a, toutes les 2 semaines, je vais sauvegarder. Mais tous les 2 jours, par contre, le soir par exemple, je vais faire une sauvegarde incrémentale. Donc, je vais seulement sauvegarder tout ce qui a été modifié. Ce qui permet d'avoir des sauvegardes à jour et surtout des sauvegardes qui sont sûres. Si je suis dans le cas d'un bureau, je suis dans un bureau ou dans une entreprise, je vais avoir un système différent. Imaginons que je suis à la compta. On va prendre toujours un exemple assez parlant. Je suis à la partie comptabilité de l'entreprise. Tous les vendredis, on va faire une sauvegarde complète de tout le dossier comptabilité. Donc tout le fichier, on va le re-sauvegarder tous les vendredis. Par exemple, le vendredi soir. Mais par contre, chaque soir, on va faire de la sauvegarde incrémentale. C'est-à-dire que si on a modifié le fichier de la compta de ce mois-ci dans la partie salaire, on va juste mettre à jour la sauvegarde qui concerne la partie salaire. On ne va pas tout re-sauvegarder. Parce que la sauvegarde complète, on l'a fait vendredi soir. Donc on gagne en temps en rechargeant juste ce qu'il faut. Pourquoi c'est intéressant de faire de la sauvegarde incrémentale? C'est que si on fait de la sauvegarde incrémentale très souvent, on a moins de chances de perdre une information, une donnée, parce qu'on l'aura très fréquemment mise à jour. Donc on va reprendre notre exemple ici, vite fait, de mon fichier texte. Donc je reviens dans musique ici. J'ai mes 3 fichiers texte qui sont ici. Je veux les sauvegarder. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord une sauvegarde complète. Je prends tous les éléments et je les copie à l'intérieur de mon fichier sauvegarde. Je supprime ce qui est à l'intérieur d'abord et je les copie ici. Donc on voit ici que les fichiers que j'ai là sont identiques à ceux que j'ai dans ma sauvegarde. Mais ça, c'est une sauvegarde complète que je vais faire par exemple une fois par semaine, une fois par mois. Maintenant, dès que je modifie mon fichier, je ne veux pas tout le temps avoir à recopier tout. Parce que si j'ai beaucoup de fichiers, ça va être lourd et long. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la sauvegarde incrémentale. Et donc je vais sauvegarder uniquement ce qui a été mis à jour à l'instant T. Si je vais dans Save Text, donc bonjour, tu vas bien, j'écris oui et toi. Mon fichier, il est à jour ici. Il faut donc que dans ma sauvegarde, uniquement le fichier qui a été modifié soit mis à jour. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le système qu'on va mettre en place, ou l'outil qu'on va utiliser? Il va faire une copie de cet élément-là uniquement. Il va aller dans sauvegarde, il va supprimer l'ancienne version et il va remplacer avec la nouvelle version. Et si je clique Save Text, effectivement, j'ai la nouvelle version. Mais les autres éléments, vu qu'ils n'ont pas bougé, ils ne changent pas. Ce qui fait que je transfère moins de données. Alors, si vous voyez, j'ai souvent l'impression, lorsque je transfère des éléments de mon ordinateur vers ma clé, que c'est une sauvegarde incrémentale, avec des options de fusion. Eh bien, est-ce bien cela, s'il vous plaît? Alors, Windows de base, il va vous permettre, c'est pas vraiment une option de sauvegarde, mais c'est une option pour les copies et les déplacements de fichiers. Si un fichier existe déjà, il va vous proposer, est-ce que vous voulez le remplacer? Est-ce que vous voulez remplacer celui qui est le plus lourd? Est-ce que vous voulez remplacer celui qui a été modifié le plus récemment? Donc c'est un peu comme de la sauvegarde incrémentale, effectivement. Sylvana, lorsque Word nous demande d'enregistrer les nouvelles modifications d'un fichier, est-ce une sauvegarde incrémentale? Alors oui, sur Word, tout au long de l'utilisation de votre fichier, dans les fichiers
même de Word, il va créer des petites sauvegardes en permanence de toutes vos modifications. C'est ce qui permet que quand votre ordinateur s'éteint ou plante, il arrive à revenir là où vous avez laissé le document. Et quand vous allez le sauvegarder, il ne va pas supprimer l'ancien fichier et mettre un nouveau fichier. Il va mettre à jour le contenu de ce fichier-là uniquement. Donc il va faire une sauvegarde incrémentale. Mais quand vous ouvrez un nouveau document Word, là, où vous sauvegardez un nouveau document Word, là c'est une sauvegarde complète. Est-ce bien de sauvegarder nos données à des emplacements différents? Cloud, clé USB, carte mémoire, disque dur. Alors oui, c'est très bien de séparer à des endroits différents. Et c'est bien que vous ayez cité le cloud parce que c'est bien de effectivement séparer nos sauvegardes en 1, 2, 3 disques, mais c'est mieux d'ajouter un autre emplacement de sauvegarde qui n'est pas géré directement par vous. Je prends un exemple. Aujourd'hui, j'ai mis 4 disques chez moi. Ma maison prend feu. Je touche du bois, ça ne va pas arriver, mais ma maison prend feu. Je perds mes 4 disques. Pourtant, si j'avais mis ça dans un disque qui est par exemple situé au bureau ou dans le cloud, enfin, Google Drive, qui est situé dans le cloud, comme je dis, sur Internet, ça risque pas d'arriver. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé plusieurs stratégies de sauvegarde. J'ai sauvegardé à différents endroits. Donc j'espère que j'ai bien répondu à vos questions et que c'est plus clair pour vous. Donc, on va finir sur les 3 grands types. Est-ce que les sauvegardes virtuelles sont plus sécurisées? Les sauvegardes virtuelles, elles ont leurs inconvénients, mais elles ont aussi beaucoup d'avantages. On va revenir juste après. Donc, on a 3 grands types de sauvegarde. La sauvegarde locale, la sauvegarde, on appelle la sauvegarde des NAS ou de serveurs locaux, et le cloud. Donc la locale, c'est très simple. On a un disque, une carte mémoire, une clé USB chez nous, et on peut stocker nos informations à l'intérieur. Donc c'est quoi l'avantage? C'est simple, c'est rapide, en fonction de la vitesse du disque et la quantité de données, et il y a possibilité d'utiliser des logiciels ou directement des options Windows pour automatiser tout ça. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que ce disque en question, je peux le perdre. On peut me le voler, il peut se briser et il peut se dégrader avec le temps. Donc c'est un gros problème. Surtout si c'est des informations très très sensibles. L'autre inconvénient, c'est que plus il y a de données à sauvegarder, plus c'est lourd. Et donc, si, les disques qui n'ont pas des disques individuellement, ils n'ont pas une capacité de stockage infinie. Mon disque, par exemple, on va dire que pour un disque d'un prix raisonnable, il a 500 Go. Ok, ça fonctionne sur 2-3 sauvegardes, ça fonctionne sur les sauvegardes sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au bout d'un moment, j'ai plus de 500 Go à sauvegarder. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de supprimer les informations qui sont dans mon disque qui sont plus vieilles. Je vais faire quoi? Je vais acheter un deuxième disque. Ou prendre soit acheter un deuxième disque de 500 Go, soit un disque qui fait par exemple 1 Tera. Sauf que si je continue d'avoir trop d'informations, je vais devoir prendre un troisième disque, un quatrième disque, un cinquième disque, ainsi de suite. Et ça va coûter donc, déjà j'aurai de plus en plus de disques, ça fait de plus en plus de risques, et surtout ça va coûter de plus en plus cher. Plus j'ai de données à stocker, plus ça devient cher d'acheter différents types de disques. Donc c'est ces gros inconvénients. Une minute. Ensuite on a la sauvegarde locale ou par NAS. Donc les NAS ce sont des disques durs aussi, mais qui ont un système intégré, ils sont intégrés dans un système qui permet d'automatiser un peu le tout et de sécuriser certaines données. L'avantage, c'est que je peux placer plusieurs disques à l'intérieur d'un seul NAS. Et ils peuvent supporter beaucoup de volume de données, jusqu'à une trentaine, une soixantaine de téras de données. Donc c'est quoi leur avantage? Déjà, c'est puissant. Ça permet de faire des transferts à très grande vitesse. Et surtout, on peut mettre un transfert dans un réseau, une sauvegarde dans un réseau. C'est-à-dire que dans une entreprise, on n'a pas besoin de se passer tous les disques un à un pour faire la sauvegarde. Non, on est tous connectés au même réseau Internet. On va sauvegarder sur le serveur local qui est connecté au réseau principal. Donc il est puissant, on peut le connecter à différents appareils, on peut le connecter en ligne aussi, pour que si on a ce serveur-là chez nous, on puisse y accéder même quand on est en voyage. C'est très sécurisé, on peut ajouter plusieurs disques et on peut faire plusieurs sauvegardes en simultané. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'un finisse sa sauvegarde, non, tout le monde peut sauvegarder en même temps. L'inconvénient, c'est difficile à configurer si on ne s'y connaît pas, donc ça nécessite des compétences supplémentaires, notamment en réseau. Il y a des NAS serveurs locaux qui sont très simples à configurer, mais si on veut obtenir certaines options, forcément ça va devenir un peu plus technique. Ensuite, on a le risque de dégradation aussi, parce qu'effectivement, on peut aussi nous le voler, il peut aussi se casser, il peut aussi se dégrader, il peut y avoir plein de problèmes. Et en dernier, c'est le prix, le coût matériel et des disques. Un serveur NAS, ça peut devenir vite très cher. Un disque de 500 Go, on va dire par exemple qu'on va le trouver, je prends un exemple tout simple, à 100 000. Un serveur NAS, il ne va pas coûter 100 000. Un bon serveur NAS, il va coûter 600 000, 1 million, 2 millions, peu importe. Ça va monter au fur et à mesure. Il n'y a pas de vraie limite de prix sur ça. Donc ça apporte beaucoup d'avantages, mais il faut vraiment avoir la nécessité d'avoir ce niveau-là de matériel. Parce que non seulement j'achète le serveur, j'achète aussi les disques.
Les disques, il faut des disques qui sont optimisés et rapides et qui ont aussi suffisamment de stockage. Donc ça ajoute un coût supplémentaire aussi. Donc son plus gros désavantage, c'est ça. Ça coûte cher et ça nécessite d'avoir certaines compétences. Et maintenant, on a un dernier qui est la sauvegarde cloud. Donc, c'est quoi l'avantage? Le cloud, c'est extrêmement puissant parce que c'est des ordinateurs, des très gros ordinateurs très bien configurés avec de très bons composants qui font qu'ils font tout très vite. Donc, dans les exemples de cloud, on a Google Drive, on a pour ceux qui ont les iPhones, on a iCloud. Sur Google Photos aussi, intègre la sauvegarde cloud. On a Dropbox, on a plein d'autres qui le font. Donc l'avantage c'est quoi? C'est très puissant, c'est rapide si on a une très bonne connexion, c'est très sécurisé, ça va parce que c'est des équipes de cybersécurité qui sont chargées, c'est leur travail de sécuriser tes données. Ils le font très bien. On a des capacités quasiment infinies. Si aujourd'hui j'ai besoin de 10 Go, j'ai 10 Go. Si je veux 100 Go, j'ai 100 Go. Si je veux 2 Tera, j'ai 2 Tera. Si je veux 20 Tera, j'ai 20 Tera. Il suffit de demander. Ensuite, on peut faire toujours plusieurs sauvegardes en simultané, il n'y a pas de souci. On peut tous être connectés à un même compte de sauvegarde cloud et faire nos sauvegardes en simultané. Et très fréquemment, c'est très simple à prendre en main. Si on prend Google Drive est très simple. C'est pas très compliqué de pouvoir comprendre comment on sauvegarde nos fichiers. Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? Le prix. Si on prend Google Drive, c'est les 15 premiers gigas sont gratuits à vie. Ça fonctionne bien. Mais quand on stocke nos mails, nos images, nos documents, toutes nos informations, ça ne devient pas beaucoup 15 gigas. Donc il faut monter un forfait au-dessus. 100 gigas par exemple. Ils vont nous dire, ah, 100 gigas maintenant tu vas payer 10 000. Je dis d'accord, 10 000 par mois. Tu atteins les 10 000, là, mais tu payes les 10 000, tu dépasses 100 gigas. Parce que ta sauvegarde, tu es habitué à sauvegarder beaucoup de fichiers, toutes tes photos, toutes tes vidéos, tu dois payer plus cher. On te dit, bon, si tu veux passer à 500 gigas, c'est 50 000 par mois. Tu mets 50 000 par mois. Tu veux passer à 1 Tera, c'est 100 000 par mois. Tu fais qu'augmenter le prix en fonction de plus tu as de quantité de données à stocker, plus ça va coûter cher. Donc c'est ça le vrai inconvénient du cloud. C'est-à-dire que ta quantité de données à stocker, elle est limitée. Tu peux stocker autant de données que tu veux, mais tu vas payer de plus en plus cher. Deuxième aspect, c'est la confidentialité. On l'a dit, c'est très sécurisé. Ça, c'est clair que c'est très sécurisé. Mais je prends le cas de Google Drive. Il y a souvent eu des fois où il y a eu des failles de sécurité et on peut voir que soit des documents ont fuité, soit Google a eu accès à tes informations personnelles. C'est très rare et ça touche beaucoup d'entreprises. Mais il y a un problème de confidentialité de ta donnée. Il y a beaucoup de services de cloud aujourd'hui qui, en fonction par exemple, surtout sur les lois américaines, si moi, Fernand, je suis sous le coup d'une enquête, le gouvernement enquête sur moi par exemple, mes données sont stockées sur Google Drive, ils peuvent demander à Google de fournir l'accès à mes données qui sont pourtant privées. Pourquoi? Parce que bah, c'est la loi. Ça dépend des législations des pays et autres, mais c'est l'une des lois. Donc ils vont faire quoi? Ils vont donner ces accès à mes données qui sont censées être confidentielles à l'État. Donc à ce moment-là, c'est un premier problème. Donc on a déjà le prix et on a souvent la confidentialité qui peut poser problème par moment. Et enfin, on a la dépendance. Si Google décide de fermer aujourd'hui, comment on fait? On va devoir récupérer ces données-là, ça va être lourd, et on va les stocker où? Si Google décide de monter ses prix de 10 000 à 500 000, c'est un exemple fou, mais imaginons qu'il le fasse. Si je veux garder mes données là-bas, je vais être obligé de payer ce prix-là. Pourquoi? Parce que je suis dépendant de ce système-là. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie nos endroits où on stocke, où on sauvegarde. On va sauvegarder sur un disque les informations les plus critiques. On va sauvegarder aussi dans le cloud. Si on a les moyens, on va se prendre un serveur local, un NAS, et on va sauvegarder aussi là-bas. On va sauvegarder dans 2 clouds différents, on va sauvegarder dans 3 disques différents. Pourquoi? Il faut multiplier les supports de sauvegarde pour ne pas être dépendant et surtout être préparé à toute éventualité. Donc c'est surtout donc tous ces types de sauvegarde là, elles sont toutes très pratiques, elles ont tous leurs avantages, elles ont aussi toutes leurs inconvénients, mais aucune n'est parfaite. Que ce soit en termes de prix, de sécurité, de praticité, aucune n'est parfaite. Donc le mélange de tout qui fait que on va pouvoir avoir une sauvegarde claire et qui fonctionne correctement. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur le prochain cours, on va juste un peu plus en détail voir l'interface de Google Drive et continuer sur la suite du programme. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. On a pris un peu plus de temps. Je voulais vraiment qu'on finisse cette explication-là. On a fait un peu 10-15 minutes de plus. Donc merci à tous d'avoir pu participer à ce cours.
On a vu beaucoup d'éléments. Donc, je pense que vous avez dû recevoir le premier cours par mail tous les participants. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez recevoir ce cours-là, à le relire, à faire vos propres recherches et à améliorer vos connaissances sur le sujet. Merci à tous. Bonne soirée.